Au sommet du monde, il existe une frontière où la vie défie la logique. C'est un endroit où l'océan se transforme en pierre et où l'air est si froid qu'il brûle les poumons comme du feu. Ici, le silence n'est pas vide, il est lourd. C'est le silence d'une nature qui retient son souffle, figé dans une stase cryogénique. Bienvenue en Arctique, le royaume du gel éternel. Contrairement à l'Antarctique qui est un continent, l'Arctique est un océan entouré de terre. C'est une mer gelée de 14 millions de kilomètres carrés, un radeau colossal qui dérive au gré des courants polaires. C'est un monde en perpétuelle métamorphose. L'été, le soleil refuse de se coucher, inondant la glace d'une lumière perpétuelle de 24 heures. L'hiver, les ténèbres avalent l'horizon pendant des mois, illuminés seulement par le balai spectral des aurores boréales. Survivre ici n'est pas une question de force, mais d'isolation. La thermodynamique est impitoyable. La chaleur veut s'échapper et le froid veut pénétrer. Pour résister, l'évolution a sculpté des créatures d'une résilience inimaginable. Elles sont devenues des maîtres de l'économie d'énergie, des fantômes blancs capables de disparaître dans le décor pour tuer ou pour ne pas être tués. Dans ce documentaire, nous allons franchir le cercle polaire pour explorer ce désert immaculé. Nous marcherons sur la glace fine et plongerons dans les eaux noires, à peine au-dessus du point de congélation pour rencontrer les gardiens du Nord. Nous suivrons le vagabond solitaire, le plus grand carnivore terrestre qui parcourt des milliers de kilomètres sur une plateforme qui fond sous ses pattes. Nous n'écouterons pas, mais nous sentirons la présence de la licorne des glaces, une baleine mythique dotée d'une défense sensorielle unique au monde. Nous ferons face au colosse blindé, une montagne de graisse et d'ivoire qui utilise son propre corps comme brise-glace. Nous observerons l'esprit des neiges, un petit opportuniste qui change de manteau avec les saisons pour devenir invisible. Et nous analyserons la stratégie du loup des mers, le super prédateur qui a transformé l'océan lui-même en arme de chasse. Dans ce désert monochrome, où le blanc s'étend à l'infini, un seul animal règne en maître absolu. Il est l'incarnation de la puissance brute et de l'endurance. Il est le seigneur de la glace. Voici l'Ursus maritimus, l'ours polaire. Bien qu'il descende de l'ours brun, il a évolué il y a environ 150 000 ans pour devenir une machine marine parfaite. Un mâle adulte est un titan biologique, pesant jusqu'à 700 kg. Mais ne vous y trompez pas, sous cette masse se cache une ingénierie thermique de pointe. L'ours polaire est une anomalie optique. Sa fourrure n'est pas blanche, elle est translucide. Chaque poil est un tube creux, sans pigment, qui agit comme une fibre optique naturelle. Ces poils captent les rayons ultraviolets invisibles du soleil et les dirigent vers la peau. Et la peau de l'ours, sous cette épaisse couche de fourrure, est noire d'encre. Cette couleur lui permet d'absorber le maximum de rayonnement solaire, transformant son corps en accumulateur de chaleur. Il est si bien isolé que les caméras thermiques ne détectent pratiquement aucune perte de chaleur, sauf par son museau et ses yeux. Ses pattes sont des merveilles d'adaptation. Elles mesurent 30 cm de large et agissent comme des raquettes à neige, répartissant son poids colossal pour l'empêcher de briser la glace fine. Les coussinets sont recouverts de petites papilles rugueuses, antidérapantes, qui lui donnent une traction parfaite sur la glace vive. C'est le seul mammifère capable de courir à 40 km à l'heure sur une patinoire sans glisser. Mais l'Arctique est un garde-manger vide. Pour survivre, l'ours polaire doit chasser le phoque annelé, sa source principale de graisse. La viande ne l'intéresse pas autant que le lard, le blubber. C'est un lipovore. Il a besoin de calories pures pour alimenter sa fournaise interne. Sa technique de chasse est celle de la sentinelle. L'ours localise un trou de respiration dans la glace grâce à un odorat prodigieux, capable de détecter une proie à 30 km ou sous 1 mètre de neige compactée. Une fois le trou trouvé, il attend. Il peut rester immobile pendant des heures, voire des jours, dans un état de méditation prédatrice. Il ralentit son rythme cardiaque. Il ne bouge pas un muscle. Il attend le moment précis où le phoque remonte pour respirer. L'air expiré par le phoque trahit sa présence. En une fraction de seconde, l'ours plonge, brise la glace et arrache la proie de l'eau avec une violence inouïe. Le crâne du phoque est écrasé instantanément par une mâchoire puissante,
mettant fin à la lutte avant même qu'elle ne commence. Cependant, le royaume du vagabond est en train de disparaître. Avec le réchauffement climatique, la banquise se fracture plutôt chaque printemps et se reforme plus tard chaque automne. L'ours est obligé de nager sur des distances héroïques, parfois 600 km d'une traite, brûlant ses réserves vitales dans une eau glaciale. Il est le roi d'un château qui fond, un géant solitaire qui marche vers un avenir incertain, luttant non pas contre d'autres prédateurs, mais contre le temps lui-même. Dans les cours royales de l'Europe médiévale, on payait des fortunes pour la corne de licorne, croyant qu'elle possédait le pouvoir magique de purifier l'eau et de guérir les poisons. Les monarques ne savaient pas que cet artefact ne provenait pas d'un cheval féerique galopant dans une forêt enchantée, mais d'une baleine nageant dans l'enfer liquide de l'Arctique. C'est le monodon monocéros, le narval, la licorne des mers. C'est l'un des cétacés les plus insaisissables et les plus méconnus de la planète. Ce que l'on prenait pour une corne est en réalité une dent. Plus précisément, c'est la canine supérieure gauche du mâle qui transperce la lèvre et grandit en spirale senestre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à atteindre 3 mètres de long. Pendant des siècles, la fonction de cet appendice a divisé la science. Était-ce une arme pour les duels? Un pic à glace? La vérité était bien plus étrange. Cette dent est un organe sensoriel vivant. Contrairement aux dents humaines, où l'émail dur protège les nerfs internes, la défense du narval est inversée. Les nerfs sont à l'extérieur. Elle contient 10 millions de terminaisons nerveuses connectées directement au cerveau de l'animal. C'est une antenne hydrodynamique. Elle permet au narval de goûter la salinité de l'eau. En détectant les gradients de sel, il peut savoir où la glace est en train de se former, trouvant ainsi son chemin dans le labyrinthe changeant de la banquise durant la nuit polaire. De plus, cette défense possède une flexibilité surprenante. Elle peut se courber de 30 cm sans se briser, une prouesse de résilience structurelle essentielle pour naviguer dans un monde de blocs de glace mouvants. Lorsque les mâles croisent leur défense au-dessus de l'eau, ce n'est pas nécessairement un combat, mais peut-être un nettoyage des capteurs ou un échange d'informations tactiles. Le narval vit sur le fil du rasoir. C'est un plongeur de l'extrême, descendant à plus de 1005 mètres dans les ténèbres de la baie de Baffin pour chasser le flétan du Groenland. À ces profondeurs, la pression dépasse les 150 atmosphères. Pour survivre, sa cage thoracique est flexible et se comprime, protégeant ses organes vitaux de l'écrasement. Son cœur ralentit, transformant l'animal en un missile biologique à économie d'énergie. Cependant, son plus grand ennemi est la glace elle-même. Si le vent tourne brusquement, les chenaux d'eau libre, les lides, peuvent se refermer en quelques heures. Des centaines de narvals peuvent se retrouver piégés dans une seule poche d'eau qui rétrécit, un phénomène que les Inuits appellent « savsat ». Dans ces pièges de cristal, ils doivent partager le peu d'air restant, leur défense s'entrechoquant dans la panique silencieuse jusqu'à ce que la glace ou l'épuisement l'emporte. Ils sont les fantômes de la banquise, naviguant entre la vie et la mort, guidés par une dent qui sent le froid de l'océan. Si le narval incarne le mystère et la finesse sensorielle, notre prochain sujet est l'apologie de la force brute et de la démesure. Il n'est pas élégant, il n'est pas silencieux. C'est une montagne de chair, de graisse et de mauvais caractère. Voici l'Odobenus rosmarus, le morse. Son nom scientifique, Odobenus, se traduit littéralement du grec par « celui qui marche avec ses dents ». Et lorsque vous voyez un mâle de 2 tonnes hisser sa masse hors de l'eau glacée sur un bloc de glace flottant, vous comprenez pourquoi. Il plante ses défenses en ivoire, longues d'1 mètre, dans la glace comme des piolets d'alpinisme, tractant son corps massif vers l'avant. Ces défenses ne sont pas seulement des outils de locomotion, ce sont des insignes de rang social. Chez les morses, la taille compte. Les plus longues défenses dictent la hiérarchie, permettant au mâle dominant de s'approprier les meilleures places au soleil sans avoir à se battre. Mais sous cette apparence de brute épaisse, se cache un gourmet délicat doté d'un outil de détection d'une précision chirurgicale. Le morse se nourrit sur le fond marin, raclant les plateaux continentaux peu profonds à la recherche de palourdes et de mollusques enfouis dans la vase. Pour les trouver dans l'obscurité totale des eaux troubles, il utilise sa moustache. Son museau est couvert d'un coussin épais de soie rigide appelé vibris.
Ce ne sont pas de simples poils, ce sont des tubes tactiles irrigués par le sang et connectés à un réseau nerveux dense. Ils sont aussi sensibles que les doigts d'un pianiste. Il balaie le fond de l'océan avec son visage, capable d'identifier une coquille de la taille d'une bille. Une fois la proie trouvée, le morse ne la broie pas. Il utilise une technique d'aspiration hydraulique. Sa langue fonctionne comme un piston, créant un vide de pression négative dans sa bouche si puissant qu'il aspire la chair du mollusque hors de sa coquille, en une fraction de seconde, laissant l'enveloppe vide sur le fond. Un seul morse peut consommer 4000 palourdes en une seule session de plongée. Sa défense contre le froid polaire est simple, la masse. Le morse est enveloppé dans une couche de lard de 15 cm d'épaisseur. Sa peau seule mesure 4 cm, plus épaisse qu'un cuir de voiture. Lorsqu'il plonge dans l'eau glaciale, il restreint l'afflux sanguin vers sa peau pour garder la chaleur au centre de son corps, devenant blanc comme un cadavre. Lorsqu'il sort au soleil, il dilate ses vaisseaux pour évacuer la chaleur, devenant rose vif. C'est un géant qui change de couleur. De plus, il possède une adaptation secrète, les sacs pharyngés. Ce sont des poches d'air situées dans son cou qu'il peut gonfler à volonté. Elles agissent comme des gilets de sauvetage biologique, permettant au morse de flotter verticalement dans l'eau tout en dormant, la tête hors de l'eau, sans aucun effort musculaire. Le morse est une relique de l'âge de glace. Il est bruyant, grégaire et magnifique à sa manière. C'est le tank de l'Arctique, une créature qui prouve que dans l'endroit le plus froid de la Terre, la meilleure stratégie de survie est parfois simplement d'être trop gros, trop gras et trop dur pour mourir. Dans un pays dominé par des géants de plusieurs tonnes comme le morse et l'ours polaire, la survie est généralement une question de masse. Mais il existe une exception à cette règle. Une créature qui prospère non pas en étant la plus forte, mais en étant la plus efficace. Voici le Vulpae lagopus, le renard arctique, l'esprit des neiges. Il est incroyablement petit, pesant à peine 4 kg. Pourtant, ce cadre minuscule est peut-être la pièce d'ingénierie thermique la plus parfaite de la planète. Kilo pour kilo, le renard arctique possède la meilleure isolation de tous les mammifères terrestres. Sa fourrure est si dense qu'elle piège une couche d'air chaud contre sa peau avec une telle efficacité qu'il ne commence même pas à frissonner avant que la température ne descende sous les 70 degrés Celsius négatifs. Chaque aspect de son anatomie est conçu pour thésauriser la chaleur. Contrairement à ses cousins du désert aux grandes oreilles destinées à irradier la chaleur, le renard arctique a des oreilles minuscules et arrondies et un museau court, minimisant la surface exposée au froid. Même le dessous de ses pattes est couvert de fourrure dense, d'où son nom lagopus, pied de lièvre, lui donnant une traction sur la glace vive et une isolation contre le sol gelé. C'est une capsule de survie autonome, mais sa plus grande arme est l'invisibilité. Le renard arctique est un maître du camouflage actif. Durant le bref été, lorsque la toundra est brune et grise de roches et de mousse, son manteau est sombre, se fondant dans la terre. Mais alors que le long hiver approche et que le monde devient monochrome, le renard mue et cultive un nouveau manteau d'un blanc pur et éclatant. Il devient un fantôme. Il peut rester immobile contre un banc de neige et disparaître complètement de la vue des prédateurs et des proies. La survie ici, cependant, n'est pas seulement une question de chaleur, c'est une question de calories. Le renard arctique est l'opportuniste ultime. C'est un charognard par excellence. Durant l'hiver, lorsque sa source principale de nourriture, le lemming, vit profondément sous la neige, le renard se tourne vers une stratégie dangereuse. Il suit le roi. De nombreux renards pistent les ours polaires à travers la banquise, gardant une distance respectueuse. Ce sont les chacals du Nord, attendant que l'ours fasse une tuerie, mange sa part de graisse et abandonne la carcasse. Une fois que le géant dort, les petites ombres blanches se précipitent pour nettoyer la viande des os. C'est un jeu à haut risque. Si le renard s'approche trop, l'ours le mangera comme un en-cas. Ils sont aussi des thésauriseurs. En temps d'abondance, une seule famille de renards peut cacher des douzaines d'œufs d'oies ou de lemmings morts dans le pergélisol, créant un congélateur naturel qu'ils peuvent piller durant les mois les plus maigres de l'hiver. Ils planifient l'avenir. Petits, résilients et infiniment ingénieux,
Le renard arctique est l'âme de la toundra. Il est le rappel que dans le royaume du gel éternel, il n'est pas nécessaire d'être un monstre pour survivre. Il suffit d'être plus malin que le froid. Nous terminons notre voyage là où la glace rencontre l'océan ouvert. Ici, le silence au-dessus de l'eau est une tromperie. Sous la surface, la mer est remplie de communications complexes, de mouvements coordonnés et de violences calculées. C'est le domaine du superprédateur des océans du monde. Voici l'Orcinus orca, l'épaulard, le loup des mers. Malgré leur nom, ce ne sont pas des baleines. Ce sont les plus grands membres de la famille des dauphins. Et comme les loups sur Terre, leur véritable pouvoir ne réside pas dans l'individu, mais dans la meute. Les orques sont des êtres hyper intelligents et hautement sociaux qui vivent dans des pods matriarcaux stricts. Elles ne chassent pas seulement par instinct, elles chassent par culture. Les jeunes orques sont enseignés à tuer par leur mère et leur grand-mère. Dans l'Arctique, différents pods se spécialisent dans différentes proies. Certains ne mangent que du poisson, d'autres sont des spécialistes des mammifères marins. Ces pods transiens sont les tigres de la mer, et ils ont développé l'une des stratégies de chasse les plus sophistiquées de la planète pour déloger les phoques réfugiés sur des plaques de glace. On appelle cela le lavage par vague, wave wash. Lorsqu'un pod localise un phoque en sécurité sur un bloc de glace, elle ne l'attaque pas directement. Ce comportement, cruel aux yeux humains, est souvent un exercice d'entraînement pour les plus jeunes veaux du pod, leur apprenant à manipuler des proies dangereuses sans se faire mordre. La domination de l'orque est absolue. Même le grand requin blanc les craint. Dans l'Arctique, même la massive baleine boréale et le narwal tombent victimes de leurs attaques coordonnées. Et leur royaume s'agrandit, alors que les températures mondiales augmentent et que la glace de mer permanente fond plus profondément dans l'Arctique, de nouvelles voies navigables s'ouvrent. Les orques se déplacent plus au nord que jamais, apportant leur intelligence suprême et leur efficacité mortelle dans des zones qui étaient autrefois des refuges sûrs pour d'autres mammifères marins. Dans un monde défini par la glace, l'orque est le maître du royaume liquide. Elles sont belles, intelligentes et totalement impitoyables. La preuve finale que dans l'Arctique, nulle part n'est sûr. Alors que le soleil de minuit cercle l'horizon, ne se couchant jamais, il illumine un monde en équilibre sur le fil du rasoir. L'Arctique n'est pas un terrain vague, c'est un miracle gelé. C'est un endroit où la vie a conquis les lois de la physique, transformant les conditions les plus froides de la Terre en une scène pour les plus grandes histoires de survie. Nous avons marché sur la glace mouvante avec l'ours polaire, l'empereur qui défie le froid avec une fourrure invisible et une patience infinie. Nous avons plongé dans les abysses avec le narwal, la licorne dont la dent goûte les secrets de l'océan. Nous avons tenu bon face au morse, le géant blindé qui prouve que la taille est la défense ultime. Nous avons disparu dans la neige avec le renard arctique, l'ombre blanche qui survit grâce au reste et à la ruse. Et nous avons chevauché les vagues avec l'orque, le génie tactique qui apporte l'intelligence la plus mortelle de l'océan dans le Grand Nord. Mais ce royaume du gel éternel nous parle. La glace craque, les glaciers pleurent, la plateforme sur laquelle se tiennent ces titans est fragile, et elle s'efface. Ils sont les gardiens du Nord, mais ils mènent une guerre contre un monde qui change. Si ce voyage au sommet du monde vous a glacé jusqu'aux os et a enflammé votre émerveillement, cliquez sur le bouton « J'aime » pour garder le feu allumé. Abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre notre prochaine expédition vers l'inconnu.